Il se lance dans la course à l'Élysée face à des mastodontes politiques, tentent de se faire un nom au milieu de visages plus connus et font campagne avec un budget 20 fois inférieur à celui des plus gros partis. Chaque présidentielle voit fleurir son lot de petits candidats, situés aux extrêmes de l'échiquier politique ou carrément à la marge. Alors qui sont ceux qui décident de se présenter ? Quel intérêt ont-ils à faire campagne et que disent-ils de notre démocratie ? Pour en parler avec nous, dans ce nouvel épisode du podcast, j'accueille Jefferson Desports, journaliste politique à la rédaction. Bonjour Jefferson. Bonjour Marine. Et Bruno Dive, éditorialiste de Sud-Ouest et président de l'association de la presse ministérielle. Bonjour Bruno. Bonjour Marine. Alors, première question Bruno, quelles sont les conditions pour se présenter à l'élection présidentielle ? Les conditions de fond pour être candidat, c'est avoir la nationalité française, avoir 18 ans révolus en effet, être électeur naturellement, ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice, ne pas être placé sous tutelle ou curatelle, avoir satisfait, alors ça c'est un peu dépassé, aux obligations imposées par le service national, et faire preuve de dignité morale sans que cette notion soit précisément définie. Et bien sûr, le plus important, le plus difficile aussi, les 500 signatures dans 30 départements, afin qu'il n'y ait pas trop de candidatures régionalistes. Et ces conditions, on va y revenir sans doute, ont été durcies au fil du temps, depuis la première élection présidentielle, la principale réforme étant intervenue pendant le septennat de Giscard. Jusqu'alors, le seuil était de 100 signatures. Et comme on a estimé qu'il y avait trop de candidats, il y en avait eu 12 en 1974, on a relevé le seuil à 500. On peut revenir sur cette question des parrainages, effectivement, comme le soulignait Bruno, parce que c'est un vrai filtre au fond. Ce que l'on voit arriver aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'engagement de ces grands élus, de ces électeurs. Là, en tout cas, les maires, et sur 2017, on a un chiffre à retenir, c'est que 34% des élus habilités ont parrainé un candidat ou une candidate à la présidentielle sur un volant de 42 000, sur un potentiel de 42 000 électeurs à convaincre. C'est déjà un premier cap, c'est un premier seuil à franchir, et là encore, il est loin d'être facile. Donc ça veut dire qu'être candidat, c'est une chose, mais avoir sa candidature validée, c'en est une autre, ce qui donne quand même un autre regard sur ces petits candidats dont nous allons parler, parce qu'ils réussissent à passer ce cap-là. Alors on l'a vu, le système de parrainage joue le rôle de premier filtre, mais on retrouve à chaque élection entre 10 et 12 candidats ces dernières années. Certains sont parfois fantaisistes. En fait, ça dépend comment on regarde les choses. Si on le regarde à l'aune de leurs propositions, de leur parcours et de leur place dans le débat politique, on peut difficilement les qualifier d'autre chose que de marginaux, de farfelus, d'insolites. Donc les présidentielles ont leur lot de petits candidats, de ces candidats-là. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand ils arrivent quand même à faire ces 500 signatures, ça traduit néanmoins d'un réseau, d'une existence. Alors certes, ça va pas peser très loin, ça va faire 0,92% pour certains. Je pense à François Asselineau, le président de l'UPR par exemple, l'Union populaire républicaine, donc en 2017, il a fait 0,92% des voix. D'autres vont faire 1%, 2%. Mais mine de rien, ils vont quand même dans cette démarche-là, ils arrivent à être sur la ligne de départ. Et après, effectivement, il y a une singularité qui arrive. Et là, l'histoire des présidentielles est riche en candidats pour le moins insolites. Oui, alors, et ça a commencé dès le début, dès la première élection présidentielle en 1965, où il y a très peu de candidats, il n'y a que 6 candidats. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Jean Le Canuet, Jean Louis pour les centristes, Jean-Louis Tixier-Vignancourt pour l'extrême droite, et puis un sénateur de Charente qui s'appelle Pierre Marcillaci, qui était un sénateur non inscrit, une grande personnalité à l'époque de la région, et un certain Marcel Barbu, totalement inconnu au bataillon et très original, et qui s'est glissé dans ce prestigieux casting et qui a quand même obtenu un peu plus d'1% des voix. Souvenez-vous, Français, que votre liberté, que votre avenir, celui de vos gosses, sont entre vos mains et je ne ris plus. Croyez-moi, le dimanche 5 décembre, mes amis, mes copains, votez pour Marcel Barbu. Et vous, gaullistes, non fanatisés, votez aussi pour Marcel Barbu. Vous savez bien que je n'ai d'autre ambition que de rétablir notre liberté d'homme par l'amour, par la justice et par la vérité.
Marcel Barbu, je crois que c'est Bruno qui avait trouvé, qui se souvenait justement de cette candidature. C'est assez savoureux d'entendre ça. Le message est extrêmement simple pour le coup. On a vu des choses, on a entendu des choses plus farfelues. Si on revient un peu plus près de nous, on va se souvenir de Cheminade, bien entendu, qui lui voulait exploiter la Lune, qui voulait aller sur Mars. Il voulait même mettre en place un corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars via la Lune. Voilà. Donc on a entendu quand même des choses assez baroques durant ces campagnes présidentielles. Et Cheminade, je rappelle, qu'il était quand même énarque aux fonctionnaires. Donc c'est quand même sur le papier, il y a un certain CV. Mars, c'est un défi. C'est d'aller voir quelque chose qu'on sait qui existe et qu'on n'a pas exploré encore. C'est chercher à l'explorer pour apprendre des choses sur nous-mêmes et sur l'histoire de notre système planétaire. Et ceux qui pensent que ça n'a pas de place dans une élection présidentielle, eh bien, qu'ils votent pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy ou pour Marine Le Pen. Et lui s'est présenté plusieurs fois en plus, parce qu'il s'est présenté en 1995 et à nouveau en 2007 ou 2012. Donc il y a eu plusieurs candidatures de ce personnage. On sourit à l'évocation de personnages un peu fantaisistes. Le fait d'avoir plusieurs candidats comme ça, de dépasser uniquement des candidats de partis installés, de partis qui sont très, très en avant sur la scène politique, est-ce que c'est quand même un gage du dynamisme de la démocratie ? On peut le prendre comme ça. C'est aussi, ça veut dire que tout le monde a sa chance. C'est un peu comme au loto. Mais d'un autre côté, l'élection présidentielle, c'est une affaire sérieuse. On désigne quand même le chef de l'État, le président, pour 7 ans puis 5 ans. On dit toujours de la 5e puissance mondiale, bon peut-être 6e, mais néanmoins d'une puissance nucléaire qui peut appuyer sur le bouton, pour reprendre une image un peu réductrice. Mais enfin bon, ce sont de très lourdes responsabilités. Et donc il faut faire attention à ce que la démocratie ne soit pas dévoyée en laissant n'importe qui se présenter. Et c'est pour ça qu'en 1974, il y a eu cette réforme après 1974 parce que il y avait eu trop de candidats. Alors là, il n'y avait pas vraiment de candidats fantaisistes cette année-là. Il y avait beaucoup de candidats des extrêmes, hein, on y reviendra. Et surtout, la pléthore de candidats finalement fait que le message, l'exercice peut être un peu dévoyé. Et on verra que le fait de relever la barre à 500 n'a pas été suffisant, puisqu'en 2002, on aura à nouveau une douzaine de candidats. C'est important ce que dit Bruno, parce qu'il faut effectivement pas oublier que le président de la République est aussi, parmi ses nombreuses responsabilités, le chef des armées. C'est lui qui décide d'envoyer la force armée à l'étranger, en opération extérieure, etc. Donc c'est une responsabilité extrêmement forte, et c'est pour ça que Bruno disait c'est une élection sérieuse. En revanche, la multiplicité de ces petits candidats traduit aussi d'une expression démocratique qui a une certaine vitalité, et je pense qu'on peut aussi s'en féliciter, parce que quand on a passé le cap des 500 parrainages, on est soutenu par des élus locaux dans les territoires. Ça représente quelque chose, même si ça fait encore une fois moins de 1%. Je prends par exemple l'exemple de Nathalie Arthaud. Lutte ouvrière a toujours eu des candidates à l'élection présidentielle. Arlette Laguillet a été candidate 5 fois. Nathalie Arthaud doit en être à sa 3e candidature à la présidentielle. Elle est en train de se Arlette Laguillariser, si vous me permettez l'expression. Et en 2012, elle avait fait 0,56% des voix. En 2017, 0,64% des voix. Mais c'est le mouvement anticapitaliste, le mouvement qui interdit les licenciements, qui veut la santé pour tous, la santé gratuite pour tous, etc. Donc ça traduit aussi derrière des idéologies, ça renvoie au communisme, au trotskisme, etc. Donc il y a ces temps d'expression-là, et il n'y a rien de mieux qu'une présidentielle pour élargir les idées, en tout cas faire du débat d'idées. Alors là, c'est une vision extrêmement naïve et un peu bienveillante que je vous propose là. En réalité, le combat est extrêmement dur et féroce, et personne ne s'épargne, et c'est tout sauf une partie de plaisir. Mais néanmoins, on a quand même une diversité d'expressions. Et quand on a vu sur 2017 des primaires, en tout cas beaucoup de débats à la télé, avec notamment Philippe Poutou, qui était face à des candidats plus sérieux, dirons-nous, François Fillon notamment, Emmanuel Macron, on a vu des scènes quand même assez incroyables, et qui, je pense, sont plutôt à mettre au crédit de la démocratie. Oui, naturellement, chaque candidat a le droit chaque courant politique a le droit d'être représenté, surtout à une élection comme la présidentielle. C'est le cas de l'extrême gauche, dont on ne parle guère sauf parfois dans des manifestations
dont on parle guère pendant 5 ans et qui ressurgit. Alors, il faut voir aussi que c'est quand même une compétition entre les différentes chapelles du trotskisme d'extrême gauche. On est allé parfois à certaines élections, notamment en 2002 justement, jusqu'à 3 candidats de l'extrême gauche trotskiste, Arlette Aguillet, Olivier Besancenot qui faisait ses débuts, et puis Pierre Boussel là, qui avait créé le courant lambertiste. Ça fait quand même une surreprésentation. Ce qui peut étonner, c'est le fait que 3 minuscules partis trouvent plus de 500 signatures, c'est-à-dire qu'il y a 1500, au moins 1500 maires pour accorder leur signature à un courant politique. C'est sans doute parce qu'il ne fait pas peur, ou alors parce que ça relève, même si ses idées sont tout à fait défendables, honorables, ça relève un peu du folklore. C'était un peu le cas d'Arlette Laguillet, qu'on voyait revenir tous les 5 ou 7 ans, travailleuse, travailleur. Travailleuse, travailleur, oui, je suis toujours dans le camp des travailleurs, et je suis malheureusement la seule à y être vraiment. Alors on parle justement des candidats des extrêmes. De l'autre côté de l'échiquier politique, longtemps les candidats d'extrême droite ont fait figure aussi de marginaux, notamment un certain Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors, pour Jean-Marie Le Pen, c'est une longue histoire aussi, parce qu'il a été candidat une première fois en 1974. À l'époque, c'est un peu le pendant de l'extrême gauche, sauf que l'extrême droite est surtout alors, à l'époque, beaucoup plus sulfureuse. Il est président d'un tout petit parti qui s'appelle le Front National, qui a été fondé quelques années plus tôt, 2 ans plus tôt, par des nostalgiques de l'Algérie française et de la collaboration. Grosso modo, il a fédéré un certain nombre de courants d'extrême droite. Il a ses 100 signatures et il est candidat. Il obtient moins de 1% des voix dans ce total parmi ce total, loin derrière, loin en queue de peloton des 12 candidats. Et en 81, avec le relèvement du seuil, il est surpris. Il n'est pas candidat. Il n'a pas ses signatures, ce qui rend sa résurrection, enfin son apparition au premier plan de la scène 2 ans plus tard d'autant plus étonnant, parce qu'en 1983, on connaît l'histoire, hein, l'élection de Dreux, municipale de Dreux, puis les élections européennes où le Front National obtient plus de 10%. Il s'installe dans le paysage politique, notamment avec la proportionnelle de 1986 pour les législatives, et en 88, il obtient, et là c'est une énorme surprise, il obtient 14% des voix, c'est-à-dire juste derrière les 2 candidats de droite, Raymond Barre et Jacques Chirac. Et pour un candidat qui ne pouvait pas être présent 7 ans plus tôt, c'est tout de même une belle performance. Et on sait qu'à chaque élection, désormais, le Front National sera représenté par Le Pen père ou fille. Quand c'est pas au premier, ça sera même jusqu'au second tour. Donc c'est typiquement le petit candidat qui est devenu grand. En fait, ça montre quelque chose, c'est que la présidentielle est bien l'élection numéro 1 en France, l'élection majeure, et plus que jamais maintenant avec le quinquennat, mais surtout que la présidentielle est un révélateur, à condition, comme le rappelait Bruno, de pouvoir s'installer dans les élections intermédiaires. À commencer par les européennes, qui sont le premier véhicule des petites formations, et notamment maintenant de l'extrême droite. Ça a moins souri à l'extrême gauche avec, par exemple, les mélenchonistes s'y sont cassés les dents la dernière fois. Mais en tout cas, le RN maintenant a fait des européennes une de ses chasses gardées, on va dire, où à chaque fois il enregistre de très bons scores. Ça lui permet de s'implanter, ça lui permet d'avoir des parlementaires, ça lui permet d'avoir des ressources financières aussi. Donc tout ça compte, mais la présidentielle révèle, et si on veut prendre un autre exemple, on peut prendre François Bayrou, qui a aussi gagné vraiment ses galons sur la scène politique nationale avec la présidentielle. Je rappelle qu'il est candidat en 2002 pour l'UDF. Il termine le premier tour avec 6,84% des voix. Il est en 4e position derrière Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin. 2002, Bruno en a parlé puisque c'est le coup de tonnerre de 2002, mais Bayrou s'inscrit un peu dans cette histoire-là. Et en 2007, 5 ans plus tard, il réalise 18,57% des voix. Certes, il n'est pas aux 25% de Royal ni aux 31% de Sarkozy, mais là, il marque quelque chose. Il s'installe définitivement. Et le coup d'après, ça lui réussira beaucoup moins puisque l'élan sera passé. Ce sera 2012 où là, il n'aura pas du tout les mêmes résultats. Mais néanmoins, la présidentielle a installé Bayrou dans le paysage politique. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de folie avec cette élection et pourquoi elle nous intéresse tant. Et en plus, maintenant, avec le quinquennat, elle revient tous les 5 ans et non plus tous les 7 ans. Mais c'est devenu une élection, c'est l'élection de référence.
Alors à ceci près, Jefferson, que François Bayrou représente un candidat, un courant, le courant centriste, qui a toujours été installé dans le paysage politique et même dans l'élection présidentielle, puisque dès 1965, Jean Le Canuet crée la surprise déjà, en obtenant 15% des voix, et il contribue à mettre le général de Gaulle en ballottage. Ensuite, il y a eu Alain Poher, qui était le président du Sénat, qui était un centriste également, et qui est allé jusqu'au second tour face à Georges Pompidou. Ensuite, alors après, il y a Giscard, est-ce que c'était qui était le candidat du centre, mais il ne venait pas vraiment d'un parti centriste. Mais en effet, le courant centriste a toujours été présent. Ce qui est vrai, c'est que François Bayrou, comme le dit Jefferson, s'est imposé à la faveur de l'élection présidentielle. Là, on n'est plus dans les partis qui s'imposent à la faveur de l'élection présidentielle, mais dans les hommes, dans les personnalités qui réussissent mieux dans une élection sur un nom que sur un courant politique. Sur un nom, oui, peut-être aussi sur des idées. À la présidentielle, on voit émerger certains petits candidats qui amènent sur le devant de la scène des idées qui sont rarement évoquées dans le débat public. Comment vous analysez ce glissement du débat sur des terrains inhabituels ? Alors, moi, je n'ai pas le souvenir que des sujets soient arrivés, des sujets totalement nouveaux soient arrivés dans une élection présidentielle, dans une campagne présidentielle. Peut-être que je pense au Frexit, notamment de Asselineau. Je suis donc le seul candidat à vous proposer d'entamer dès mon élection le processus de sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est ce que l'on appelle le Frexit. Ah oui, mais ce sont des idées un peu le Frexit, oui, ou marcher sur la Lune pour cheminade, dont on a parlé, mais ce sont pas des idées qui sont allées très loin. Il y a des thèmes qui s'imposent. La grande question avant une campagne, c'est de savoir quel thème va s'imposer. Bon, l'immigration, le pouvoir d'achat, le Covid peut-être cette année. Mais je vois pas qu'une campagne présidentielle ait permis l'émergence d'un thème, si ce n'est peut-être la chasse, avec la défense de la chasse et de la ruralité, avec la candidature de Jean Saint-Josse en 2002, qui avait fait un petit score et qui avait fait une campagne assez remarquée à l'époque. Si on peut peut-être dire quelque chose, en tout cas, pas sur un thème, mais vous parliez, Marine, des idées. Je pense que là, dans la campagne qui va arriver 2022, il y a un parti dont on commence à parler un tout petit peu plus, qui revient un peu, et qui trouve un certain écho, c'est le parti animaliste. Et donc, encore une fois, ça fait partie... Qui est apparu avec les européennes. Et en effet, comme exactement. vous le disiez, c'est très souvent le cas. Les européennes servent un peu de répétition. Souvent. Exactement. Mais du coup, on voit quand même que la présidentielle permet à certains d'avancer, comme le disait Bruno, sur des thèmes. Et je pense au parti animaliste dont on va beaucoup parler, enfin beaucoup... à mesure, avec raison gardée, mais en tout cas, dont on va parler pendant cette présidentielle-là, puisque il y a des ambitions de leur côté. Voilà, il va y avoir, ce débat va venir nourrir par quelle capillarité au moins les autres candidats. Chacun va devoir se prononcer à un moment ou à un autre. Et si on veut revenir sur la précédente présidentielle, souvenez-vous de Benoît Hamon qui propose sa taxe sur les robots. Ça lui coûte très cher à l'époque, mais il installe quelque chose dans le débat. Tout le monde se positionne pour dire c'est stupide, c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, ça rentre dans le débat. Et c'est là où... Là, encore une fois, si on va regarder le verre plutôt du côté à moitié plein, du côté plein, on se dit, finalement, on peut faire émerger des idées. Ça, c'est l'occasion de parler de quelque chose à côté des grands sujets dont parlait Bruno, qui seront effectivement moteurs. Mais néanmoins, ces petits candidats-là vont amener quelque chose sur la scène. Est-ce qu'il en restera quelque chose ? C'est pas sûr. Mais il y aura eu cette fenêtre démocratique, ce temps de débat. C'est ça qu'ils viennent chercher, parce qu'on rappelle, les campagnes, les plus petites campagnes des plus petits candidats, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table pour faire campagne. Ils y vont pourquoi ? Sachant que même si certains ont des ambitions de second tour ou autre, je pense à Nicolas Dupont-Aignan qui tous les ans nous dit qu'il sera au second tour, la plupart savent quand même qu'ils ont assez peu de chances de rentrer à l'Élysée. Quel intérêt a un petit candidat aujourd'hui à aller comme ça faire campagne pendant plusieurs mois ? C'est quand même assez... Alors, tout le monde n'est pas, parmi les petits candidats, tout le monde n'est pas à mettre sur la même ligne non plus, parce que Philippe Poutou, certes, réussit son entrée au conseil municipal de Bordeaux, si on veut parler de lui, et il le doit en grande
grande partie à sa prestation à la présidentielle, parce que ça fait de la notoriété, ça permet d'exister. Bon, il est quand même rentré, c'est un des enseignements de ces municipales à Bordeaux avec la victoire de Pierre Urmic, c'est l'entrée de l'extrême gauche au conseil municipal de Bordeaux. C'est quand même un coup de tonnerre, ça veut dire beaucoup de choses de l'état de la société. Voilà, maintenant pour ce qui est des ambitions des autres, c'est aussi d'espérer, parce que derrière il y a une législative, il y a des législatives, tout le monde rêve d'avoir des députés, parce qu'avoir des députés, c'est avoir de la visibilité à l'Assemblée nationale, c'est exister dans les médias, et c'est aussi des ressources financières. Donc tout ça est lié, et puis après vous pouvez ajouter la personnalité de chacun, plus ou moins persuadé de son destin, plus ou moins convaincu qu'elle a un rôle à jouer, sinon une parole divine, voire fantastique à écouter, peut-être que ce sont des incompris, mais en tout cas il y a aussi cette part de conviction-là qui est propre à la politique, où vous avez des gens qui sont complètement convaincus. Hein. Et je me remets au contrôle et à l'expérience de Bruno. Vous avez tout dit, là. Il y a la volonté d'exister aussi, et puis de faire exister son courant politique dont on a parlé au début, notamment pour les candidats d'extrême gauche. Et puis l'élection présidentielle, c'est devenu l'élection maîtresse, c'est celle qui conduit les 5 années politiques à venir. Il y a les législatives ensuite. Ça, c'est une évolution sous la Ve République. Au début, tous les partis politiques ne cherchaient pas à être présents à la présidentielle. C'était le cas du Parti communiste, qui par 2 fois a soutenu François Mitterrand dès le premier tour en 65 et 74, et qui après s'est rendu compte qu'il s'était fait manger un peu la laine sur le dos. Contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti socialiste et nous, François Mitterrand n'a signé le programme commun comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français. Et donc qui a présenté systématiquement des candidats. Et rebelote, l'histoire se répète, comme disait Marx, mais la première fois, quand l'histoire se répète, elle est tragique. La deuxième fois, c'est plus comique. Par 2 fois, ils ont soutenu Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour aussi. Je parle des communistes, et cette fois-ci, le Parti communiste veut avoir son candidat parce que c'est le moyen d'exister. Le Parti communiste a beau être un parti de réseau d'élus locaux essentiellement. D'ailleurs, il aura moins de mal que Jean-Luc Mélenchon à obtenir ses parrainages, mais il fera sans doute un moins bon score. Mais néanmoins, la présidentielle, c'est ce qui donne la visibilité, c'est ce qui peut donner le financement, mais attention, c'est un risque parce que si on obtient moins de 5% des suffrages, on n'est pas remboursé de ses frais de campagne par l'État. Donc, beaucoup de monde joue gros dans cette affaire. Bien sûr. Et puis, on parlait tout à l'heure des petits candidats devenus grands. Il y a aussi le phénomène inverse, des grands partis qui, à mesure des présidentielles successives, se marginalisent. Donc, le Parti communiste d'abord, le PS aujourd'hui. On se pose aujourd'hui la question du maintien d'Anne Hidalgo. Certaines personnalités s'abîment dans la présidentielle. Oui, alors je reviens au Parti communiste parce que c'est l'exemple flagrant, c'est le phénomène inverse du Rassemblement national. C'est le grand parti qui est devenu petit, notamment à la faveur ou à la défaveur des élections présidentielles. En 1981, Georges Marchais obtient 15% des voix. Ça paraît énorme aujourd'hui pour un candidat communiste, mais à l'époque, c'est un séisme. On parle de séisme parce que le Parti communiste n'était jamais descendu à aucune élection depuis la libération en dessous de 20%. Et donc c'est le début de l'effondrement, et après la chute ne va faire que s'accélérer avec André Lajoigny à 7-8% en 88, puis Robert Rue en 95, jusqu'à Marie-Georges Buffet qui en 2002 n'obtient que 2 et quelques % des voix. Donc c'est pour ça qu'après ils ont préféré soutenir Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à se rendre compte qu'ils avaient un petit peu disparu du paysage politique. Donc ça, ce sont en effet les grands candidats qui deviennent petits. Il y a le Parti socialiste, je vais laisser Jefferson en parler. Il y a aussi des personnalités qui se sont abîmées dans une élection présidentielle. Je pense à Michel Debré, le fondateur de la Ve République, premier ministre du général de Gaulle, un baron du gaullisme, donc un personnage considérable. Il veut absolument se présenter en 1981 malgré la candidature de Jacques Chirac, et il obtient que 1,8% des voix, ce qui est assez pathétique finalement, et ce qui signe une assez triste fin. Il y a quelques exemples comme ça, et notamment pour le Parti socialiste aujourd'hui.
Oui, alors on parlait, Bruno a évoqué le Parti socialiste et Marine, vous le disiez, on s'interroge même sur le maintien de la candidature d'Anne Hidalgo. Je ne sais pas si on mesure bien ce dont on parle aujourd'hui du Parti socialiste qui a quand même donné 2 présidents de la République, François Mitterrand et François Hollande. Vous vous souvenez dans quelles conditions François Hollande ne s'est pas représenté. Derrière, c'est Benoît Hamon qui emporte la primaire de la gauche en janvier 2017, pardon, et il finit à 6,3% des voix. Là, pour le coup, c'est un séisme. Comment le premier parti de France en 2012 devient l'un des derniers et presque un nain sur l'échelle politique, sur l'échelle de Richter de la présidentielle. Voilà. Et là, aujourd'hui, Anne Hidalgo peine à trouver ses marques. La plupart des sondages aujourd'hui la créditent entre 5 et moins de 5%, ce qui est assez catastrophique. Et le temps va s'accélérer pour elle parce que si en janvier elle est toujours dans ces 6 basses eaux-là, vraiment la question de son maintien va commencer à devenir extrêmement fort parce qu'il va y avoir une question financière, Bruno le disait tout à l'heure, en dessous de 5%, vous n'êtes pas remboursé. Et il faut se souvenir que le Parti Socialiste, après ses déboires de 2017, a vendu le siège de Solferino qui était là pour le coup, comme le dit l'expression, les bijoux de famille. C'était le trésor de guerre du Parti Socialiste. Ça a été vendu. Donc maintenant, il n'y a plus du tout cette garantie immobilière qui est derrière. Et une campagne de premier tour, si ça s'arrête au premier tour, il faut entre 13 et 15 millions d'euros. Là, il va falloir trouver des financements. A priori, le PS a au moins une dizaine de millions d'euros, mais il faut quand même faire un complément. Est-ce que les banques vont suivre? Et les banques, aujourd'hui, elles demandent des sondages sur la durée à plus de 8%. Donc on va rentrer dans une séquence extrêmement difficile. Et pour revenir à votre question, oui, on voit le phénomène inverse. Comment ce parti socialiste, qui est un parti d'élus locaux, qui a remporté, qui s'est bien comporté sur les régionales, qui a sauvé toutes ces régions, qui s'est bien comporté au départemental, qui a une vraie assise dans le pays, ne perce plus du tout, n'a pas d'écho. On en revient à ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est aussi une question de personnalité. Là, pour l'instant, est-ce que la candidature d'Anne Hidalgo fait l'affaire? Dans les sondages, ça ne se montre pas, ça ne se prouve pas. Mais là encore, on en revient à tout le côté excessif et extrêmement important d'une présidentielle, c'est qu'on peut vraiment y laisser des plumes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'éclatement du paysage politique, aussi bien à droite mais surtout à gauche, non seulement ça, on le dit beaucoup, le ticket d'entrée, comme on dit, au deuxième tour est abaissé, largement sous les 20%, mais il y a de plus en plus de petits candidats, et y compris au sein des grands partis. Aujourd'hui, le Parti socialiste, qui a quand même été, Jeff l'a rappelé, un grand parti, s'offre le luxe d'avoir 2 petits candidats qui sont Arnaud Montebourg, alors qu'il n'est plus au PS, mais qui a longtemps été une figure, et Anne Hidalgo. Et la gauche, on peut considérer que la gauche aligne aujourd'hui 5 petits ou moyens candidats avec Fabien Roussel, le communiste, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui sont eux aussi sous la barre c'est pas des petits candidats, mais ils sont quand même sous la barre des 10%. Donc le petit candidat est une race, une marque qui se porte plutôt bien par ces temps d'implosion de la vie politique. Et on aurait pu parler, Bruno, de Taubira, qui dans le cataclysme Jospin, qui là aussi, on parlait d'une élection risquée pour les grandes formations. Enfin, 2002, Bruno a plus de souvenirs que moi là-dessus, mais je veux dire, la candidature de Taubira, on en parle encore au Parti Socialiste. L'échec de Jospin, ça fait la place de Le Pen au deuxième tour. Bruno en a parlé, mais l'exemple de Taubira, 5 candidats de gauche et 2 d'extrême gauche, et 3 d'extrême gauche, on l'a rappelé, et Jospin est éliminé, en effet, à la surprise générale. Et manifestement, les leçons n'ont pas été tirées. C'est un enseignement, Bruno, non? Absolument, oui. L'enseignement, c'est que les partis politiques ne tirent pas d'enseignement de l'histoire, y compris de l'histoire politique récente. Ils les connaissent, mais ils ne sont pas capables d'en tirer des conclusions concrètes. Récemment, les règles ont encore changé. Les parrainages sont désormais systématiquement rendus publics. Qu'est-ce que ça va changer pour 2022, Bruno ? Ça rend plus difficile le fait pour les candidats un peu sulfureux, disons, les plus extrémistes souvent, d'obtenir des parrainages. Parce que jusqu'à présent, la liste des parrainages a toujours été publiée, mais il y en avait 500 qui étaient tirés au sort, dont le nom était publié. Maintenant, ils sont tous publics, rendus publics. Donc il y en a, avant, certains maires pouvaient espérer passer au travers des mailles du filet. Là, c'est plus possible, et donc ça peut rendre difficile le parrainage
peut-être Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Éric Zemmour ou Marine Le Pen de l'autre. Et au moment où on se parle, on est à 41 candidats qui ont fait leur déclaration de candidature. Donc il y a beaucoup de monde qui veut en être, mais il n'y aura pas beaucoup d'élus finalement sur la ligne de départ, parce que, je le rappelais en début de podcast, on a beaucoup d'abstention chez les maires pour donner leur parrainage, parce que beaucoup de petits maires, en réalité, les candidats se tournent vers les plus petits maires, les toutes petites communes, mais c'est là où on a des communes qui sont apolitiques, sans étiquette. Et le maire, souvent, prend pour prétexte de dire « Attendez, c'est une liste qui n'a pas de politique, je ne veux pas savoir ce que pensent mes colistiers, et du coup, je ne vais pas parler au nom de la mairie, puisqu'on est tous divers, on s'est tous réunis autour d'un projet. » C'est une vraie difficulté, et maintenant, la publicité des noms étant automatique, et le Conseil constitutionnel est très clair, il publiera au fur et à mesure des parrainages, 2 fois par semaine, la liste des parrainages par candidat. Donc il n'y a aucun moyen d'échapper à l'anonymat, et comme le disait Bruno, avec des candidats très sulfureux, les plus extrêmes, là, la chasse aux voix ou la pêche aux voix, c'est comme on veut, va devenir un sport de haut niveau, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour certains candidats, parce que quand vous voyez que Marine Le Pen, pour l'instant, dit qu'elle n'a que 300 parrainages, c'est à peu près peu ou prou son nombre d'élus entre les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et ses parlementaires. Donc en fait, elle va faire la bascule par des votes extérieurs, par des soutiens qui ne sont pas désencartés du RN. Et donc là, il y a une difficulté. Mais si pour elle, qui a un maillage, un ancrage, etc., ça devient compliqué, je vous laisse imaginer pour les autres qui n'ont ni parti, ni formation, ni ancrage, ni quoi que ce soit. Alors c'est vrai que là, elle a perdu, le Rassemblement national a perdu des élus pendant ce quinquennat, notamment au municipal et au régional et au départemental. Mais bon, il faut pas être complètement naïf non plus. Ils nous font le coup à chaque fois, depuis plusieurs élections, aussi bien Le Pen père et fille que Mélenchon. On arrive à la saison où ils disent oh là là, attention, je ne vais pas avoir mes parrainages. C'est vrai que Mélenchon comme Marine Le Pen vont avoir plus de mal cette fois-ci. Mais il y a aussi le côté j'en appelle aux maires pour que tous les courants de la démocratie soient représentés, que même si vous ne partagez pas mes idées, vous devez m'aider à ce que je puisse les défendre. Et ça, finalement, ça finit toujours par marcher jusqu'à présent, parce que ils ont eu, après avoir eu très peur ou fait très peur, ils ont eu toujours leur parrainage. Et heureusement, parce que ce serait en effet pas tout à fait normal que ces deux grands courants politiques ne puissent pas être représentés à l'élection présidentielle. Et je terminerai par un chiffre. En 2017, Marine Le Pen a eu 627 parrainages validés par le Conseil constitutionnel. Donc ça fait 127 de plus, il y a de la marge, et ça correspond, ça corrobore ce que disait Bruno. Oui, il faut pas être naïf, mais ça reste quand même, faut aller les chercher. Et elle a perdu une bonne centaine d'élus en 5 ans. Voilà. Donc ça va être dur. Surtout qu'il y a Zemmour qui marche sur ses terres. Merci Jefferson et merci Bruno pour votre éclairage. Et puis merci aussi à vous auditeurs qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et vos suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, rendez-vous sur sudouest.fr ou bien abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.